Dans cette vidéo, on va corriger deux dessins. Salut artiste, c'est Greg, bienvenue sur cette vidéo de correction. Donc comme je disais, on va corriger aujourd'hui deux dessins, donc un dessin de Corinne et un dessin de Mathieu. Je vais limiter les vidéos de correction à deux dessins par vidéo, histoire de ne pas faire des vidéos trop longues. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quel format vous préférez, est-ce que vous préférez des vidéos un peu plus longues ou un peu plus courtes. Et donc du coup ce qu'on va voir aujourd'hui c'est donc un dessin de Corinne qui est réalisé au pastel et le dessin de Mathieu qui est réalisé avec différents médiums. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification pour être averti de la sortie des prochaines vidéos. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec ce premier dessin, donc le dessin de Corinne. Ici il s'agit donc d'une nature morte. Donc ici ce qui est cool c'est que on a un rendu qui est assez réaliste. Donc voilà, je vois pas également de gros problèmes spécifiques en termes de perspective, ça fonctionne plutôt bien. On peut imaginer ici, si je souhaite en tout cas expliquer un petit peu le fonctionnement au niveau de la perspective, se dire que voilà, comme on arrive à voir ce qui se passe au-dessus de cette commode par exemple, de ce meuble. Donc ça veut dire que l'horizon, donc on a la forme du meuble qui est comme ça. D'accord, donc ça veut dire que l'horizon sera forcément au-dessus de cet élément-là. Donc par explication, donc si je fais un petit croquis rapide, c'est pour vous montrer. Donc au niveau de la perspective, donc quand on va être au-dessus de la ligne d'horizon, donc la ligne ici c'est la ligne d'horizon que je vais mettre un petit peu plus épais, comme ça. Donc on peut imaginer qu'on ait une perspective à un point de fuite par exemple. Donc dans le cas d'une perspective à un point de fuite, qu'est-ce qui va se passer quand on aura ici, hop, comme ça, on aura un volume qui est dessiné au-dessus de cet objet. Donc je vais zoomer un petit peu, comme ça, voilà. Donc quand on a un volume qui est au-dessus de la ligne d'horizon, donc je peux imaginer que j'ai une perspective comme ça à un point de fuite, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va voir ce qui se passe sous cet objet, c'est-à-dire qu'on va voir la face qui est sous l'objet. Si au contraire on a un objet qui est au-dessus de la ligne d'horizon avec le même point de fuite, comme ça, et comme ça, donc qu'est-ce qui se passe? On va voir on va voir la face du dessus de l'objet. Et si on a un objet qui est directement collé à la ligne d'horizon, hop, ça va s'aplatir complètement au niveau de l'horizon justement. Ça va s'aplatir complètement. Si on a un objet qui dépasse au niveau de l'horizon, donc qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on aura ici, comme ça, on n'aura ni la face du dessus ni la face du dessous qui sera visible. D'accord? Donc ça fait 3 voire 4 configurations différentes. D'accord? Donc voilà, il faut bien faire attention à ça. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça nous donne des informations sur la position de l'horizon. Donc si par exemple on voit ce qui se passe, on voit la face qui est au-dessus d'un objet, donc ça peut être comme ici un meuble, d'accord? On voit ce qui se passe au-dessus. Si c'est par exemple une voiture, une commode, peu importe l'objet, si on voit la face du dessus de cet objet, ça veut dire que cet objet est automatiquement en dessous de la ligne d'horizon. D'accord? Il est placé en dessous de la ligne d'horizon. Donc par déduction, on arrive à se dire que l'horizon est forcément au-dessus de ce meuble qui est ici. D'accord? Et plus la face qui est au-dessus, donc plus cette face-là sera visible, donc ça veut dire que si je dessine par exemple avec une même perspective ici, hop, comme ça et comme ça, comme ça, comme ça et comme ça, d'accord? Donc plus l'objet sera visible, plus la face du dessus est grande, plus on sait qu'elle est éloignée justement de l'horizon par rapport à la dimension de la face qui est au-dessus. Et on avait vu également, donc quand un objet va se rapprocher de l'horizon, ça veut dire que cet objet aura tendance à s'aplatir, d'accord? Donc la face visible au-dessus ou en dessous aura tendance à s'aplatir. Si par exemple j'ai un volume qui est ici, avec la perspective à un point de fuite ici, si le volume est placé exactement à ce niveau-là, s'il est placé vraiment sur le niveau de l'horizon, donc qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que la face qui est en dessous ici va s'aplatir complètement. Elle va devenir vraiment une ligne parfaitement rectiligne. Et on voit, pourquoi je vous dis ça? Parce que on voit ici justement, avec le haut du vase, donc on est censé, si le vase est au-dessus de la ligne d'horizon, donc ça veut dire, et en dessous de la ligne d'horizon, pardon. Donc si l'horizon est ici et que le vase est en dessous de la ligne d'horizon, donc qu'est-ce qui va se passer? On va avoir l'ellipse qui est au-dessus du vase ici, et on va voir le vase qui aura tendance à se dessiner comme ça, hop, et comme ça. Et donc on peut imaginer ici, voilà, donc le vase va se dessiner comme ça, et on va voir un petit peu la face du dessus, c'est-à-dire cet élément-là.
on va le voir en vue de dessus, d'accord? Et justement, on a vu juste à l'instant, c'est que si l'objet va se rapprocher de la ligne d'horizon, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va s'aplatir, il aura tendance à s'aplatir au niveau de l'horizon. Et c'est un petit peu ce qu'on voit ici, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la face du dessus, ici, et on ne voit pas non plus, donc si on a une ellipse ici, donc si on a une ellipse qui est en dessous, elle va se dessiner comme ça. Si l'ellipse se rapproche, elle va s'aplatir. Si l'ellipse monte au-dessus, elle va se courber, mais au-dessus, et on verra pas ce qui se passe en arrière. Et plus on va monter, plus elle va se courber comme ça. Plus on va descendre, plus elle va se courber dans l'autre sens. D'accord? Donc ça nous donne une information, c'est que l'horizon est vraiment pas très loin de cette partie-là du dessin. Donc ça veut dire que l'horizon est peut-être même exactement ici. D'accord? Donc ça nous donne des informations pour le reste du dessin. Donc ça veut dire que si après on veut placer justement la courbe, l'ellipse du vase qui est ici, on peut s'aider justement du fait que l'horizon se trouve à cet endroit, plus ou moins. Ça va être plus ou moins proche ici, pour pouvoir dessiner correctement cette ellipse. D'accord? Donc voilà, et donc, ce qui fait qu'au niveau du dessin, Corinne, donc du dessin que vous m'avez envoyé, donc là, ce qui est intéressant, c'est que au niveau de la perspective, ça fonctionne bien. Donc la perspective du vase ici, ça fonctionne bien. Ici, on est relativement plat, donc on voit qu'on se rapproche de l'horizon. Par contre, ici, au niveau du deuxième vase qui est ici, ce qui aurait pu être intéressant, c'est justement d'avoir une ellipse un petit peu plus prononcée ici. D'accord ? Donc on aurait aimé ici, au vu de la perspective, comme on est un petit peu en dessous de la ligne d'horizon, on aurait aimé voir ce qui se passe un petit peu en arrière du dessin, donc du vase qui est ici. Ok ? Voilà, c'est juste cette petite chose-là à modifier éventuellement sur la perspective même de votre dessin. Mais sinon, pour le reste, comme je disais, ça fonctionne plutôt bien. Donc pour la composition également, ça fonctionne très bien. Donc là, pour moi, il n'y a pas de problème également. Je ne sais pas si vous êtes basé donc, sur une photo ou sur un artiste qui existe déjà. Donc voilà, je ne sais pas exactement quelle a été votre démarche ici, mais en tout cas, voilà, le rendu il fonctionne plutôt bien. On a un aspect qui est réaliste, qui fonctionne assez bien. Ce qui est juste peut-être un petit peu dommage, ce serait éventuellement au niveau des couleurs. On a un fond qui est peut-être un petit peu trop vers le noir. Quoique encore, ça dépend un petit peu de la photo. Donc, je ne sais pas exactement dans quel contexte vous avez fait l'éclairage de la photo. Donc, quoi qu'il en soit, donc, ce qui est juste un petit peu dommage, vous perdez un petit peu en termes de qualité de couleur, sachant que alors je vais juste faire une copie du calque, voilà, pour pas faire de bêtises. Et donc, comme je disais, donc sachant que vous avez ici, par exemple, sur cet objet principal, donc sur ce vase-là, vous avez des couleurs qui sont très très riches. Vous avez des couleurs un peu jaunes, un peu ocre, un peu orangé, un peu rouge, etc. Donc ici, on a des couleurs qui sont vraiment très très riches. Le fait d'avoir un fond qui est au contraire plutôt désaturé, donc ça met davantage en valeur votre vase. Donc c'est un parti pris qui est intéressant. Pour éviter de perdre trop en termes de qualité de couleur et pour avoir un jeu de couleurs un peu plus intéressant pour le fond, peut-être simplement d'éviter d'aller trop vers le noir. Ça peut être intéressant éventuellement de travailler avec une couleur complémentaire, pourquoi pas. Donc par exemple la complémentaire du jaune, on sera généralement plutôt vers les tons un peu violets, bleutés, violets. La complémentaire du rouge, on va plutôt aller dans les tons verts. Donc ça veut dire que peut-être pour le fond, on peut jouer sur une tranche entre le violet ici et le vert bleu, cyan et vert par exemple. D'accord ? Donc ça peut être hyper intéressant de travailler comme ça sur ces tons-là. Donc, par exemple, on peut imaginer ici, on va aller sur du vert, on va juste apporter quelques touches de couleur. Donc hop, on peut être trop saturé ici. En conservant la même valeur, donc vous avez une valeur qui fonctionne plutôt bien. Donc si on regarde en noir et blanc, vous avez un fond qui est assez sombre, qui fonctionne assez bien. Peut-être éventuellement ici, on aurait aimé que le fond soit légèrement plus sombre de ce côté-là, donc peut-être pas autant, mais légèrement plus sombre, parce qu'on a l'impression qu'il y a une discontinuité entre le fond qui est ici à gauche et le fond qui est ici à droite, qui est peut-être trop clair ici à droite et très foncé à gauche. Donc il aurait fallu peut-être faire une transition un peu plus douce, donc juste avoir une petite ombre, par exemple ici, dégrader un peu de ce côté-là, en remontant légèrement. Donc toujours en essayant d'avoir le contraste que vous avez donné ici, qui est intéressant, entre un fond, enfin une ombre ici qui est assez sombre, qui va contraster avec un fond qui est plus clair. Donc là, il faut essayer de conserver quand même un minimum de contraste avec le fond, pour que justement votre élément ressorte, continue à ressortir.
Vous pouvez même par exemple ici, si je reviens en couleur, donc juste peut-être assombrir un tout petit peu au niveau du vase ici, un tout petit peu plus, voilà, pour conserver le contraste. Comme ça, et peut-être éclaircir légèrement de ce côté-là, donc avec peut-être cette valeur-là qui est pas mal, et dégrader un peu plus progressivement, sachant que, vous voyez, donc la valeur que vous avez ici sur le vase qui est là, donc cette valeur, elle a l'air un petit peu plus lumineuse que le fond que vous avez dessiné, donc étant donné qu'on est sur un objet qui va être transparent, donc on aura une certaine transparence au niveau des valeurs également. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les valeurs en arrière-plan soient peut-être trop sombres vis-à-vis du premier plan. Je vais éclaircir un tout petit peu également ici. Vous voyez, donc c'est vraiment très léger. Le but n'étant pas d'avoir une valeur trop sombre partout, mais au contraire juste de rééquilibrer la transition en arrière-plan entre le côté gauche ici et le côté droit de ce côté-là. Voilà. Comme ça, on peut même jouer sur un contraste encore un peu plus fort ici, juste sur le bas, d'accord? Voilà, et remonter un tout petit peu. Comme je disais, donc apporter des touches de couleur, peut-être pas trop saturées, mais un peu dans les tons verts, dans les tons un peu violets. Ce que je fais, c'est que j'ajoute juste un tout petit peu de couleur, donc je reste dans les gris colorés. Je vais remonter un peu en termes de valeur. Comme ça. Voilà, juste pour éviter d'avoir un fond qui est uniforme, gris ou noir en arrière-plan. Voilà, après il y a une petite chose qui me paraît un peu bizarre, c'est aussi donc le premier plan qui est ici, d'accord? On a le bord du meuble ici qui est plutôt dans l'ombre. Donc si on imagine comme ça qu'on a le meuble qui est comme ça, vous avez ensuite donc le vase qui est posé, on a une espèce de tissu comme ça qui est posé sur la table, qui descend ici, d'accord? Donc on voit bien que vous avez plutôt la face qui est ici, qui est plutôt dans l'ombre, donc c'est la face qu'on regarde en premier, donc c'est cette face qui est là, d'accord? On voit bien que c'est une face qui est dans l'ombre. On a même le rebord en haut ici qui est dans l'ombre, donc c'est ce rebord qui est là, d'accord, qui est également dans l'ombre. Donc ce qui fait que l'élément qui ressort ici, peut-être qu'il faudrait également le mettre un petit peu plus dans l'ombre. Le fait de le dessiner aussi lumineux ici, ça fait un contraste qui est peut-être un petit peu trop fort. Donc voilà, je pense que ici il faudrait également faire la même chose, c'est-à-dire assombrir un petit peu, peut-être pas le mettre autant en valeur. Voilà, et ne pas hésiter par contre si vous avez des endroits où la lumière aura un peu plus de mal à arriver, donc notamment le dessous de l'objet par exemple, ici, rien ne vous empêche d'avoir des ombres un peu plus fortes. Voilà, juste pour signifier que ça a un petit peu de rondeur. Idem de ce côté-là, donc au niveau du tissu également. Et on a un peu la même impression au niveau du tissu ici, c'est-à-dire que vous traitez le haut du tissu qui est éclairé ici, vous le traitez avec une lumière assez forte, et le côté qui devrait être un peu plus dans l'ombre, vous le traitez également avec une lumière qui est assez forte. On n'a presque pas de différence entre le haut et le bas, d'accord? Vous voyez cette jonction ici, on n'a presque pas de différence. Ce qui est un petit peu dommage parce que ça donne l'impression que le tissu que vous avez ici est presque plat et qui retombe pas en fait. Donc pour justement créer ce contraste là, donc il faudrait assombrir un petit peu. Vous avez des ombres un peu violettes ici qui fonctionnent très bien, donc rien ne vous empêche de les reprendre ici. Hop, comme ça. Et l'objectif étant juste d'assombrir encore un tout petit peu. Voilà. Et puis, donc on a une sorte de dessin un petit peu un dessin sur le tissu même. Donc lui peut également être légèrement plus sombre éventuellement, mais toujours dans les couleurs un peu saturées comme vous avez utilisé ici. Hop, juste assombrir un petit peu.
comme ça par exemple. Ici, au niveau du vase, peut-être qu'il faudrait traiter avec une ombre un peu plus forte. Donc là, ne pas hésiter à sombrer un petit peu pour travailler au niveau des creux. Donc il faut vous dire que c'est les ombres d'occlusion auxquelles je parle assez souvent. Donc plus vous allez travailler sur ces creux-là, plus vous allez montrer donc ces différents creux, plus vous allez atteindre un degré de réalisme intéressant. Donc du coup, voilà, rien ne vous empêche ici de foncer encore un tout petit peu plus au niveau des creux justement. Et puis, comme on a fait ici, peut-être montrer une différence avec le bord ici, et vraiment montrer que on a une ombre plus importante, comme ça. Et comme ça. Donc ce qui est un peu dommage également, c'est que l'avant de votre meuble ici est peut-être trop uniforme. Donc là encore, il faudrait peut-être travailler sur des couleurs un peu différentes. Donc on a des couleurs un peu violettes, des couleurs un peu rouges, un peu chaudes ici. Donc voilà, on pourrait éventuellement essayer de conserver les valeurs. Donc ce que vous pouvez faire, c'est ça, c'est conserver les valeurs, mais utiliser donc une couleur peut-être un petit peu plus vive. Peut-être rester dans les tons violets, comme ça on garde une certaine cohérence. Voilà, juste histoire d'enrichir un petit peu cette zone-là, qui, un peu comme le fond, a tendance à être un peu tristouné, on va dire. Je peux continuer à traiter au niveau du fond, on peut aller dans les tons un peu bleutés, par exemple. Et voilà, je vais effacer ça. Et voilà pour votre dessin. Après, on a aussi donc les plantes qui sont ici qui paraissent un petit peu tristes au niveau du rendu. Donc là encore, donc hop, je sais pas exactement au niveau de la référence comment sont ces fleurs qui sont ici. Mais voilà, peut-être qu'il faudrait essayer de les donner apporter un peu plus de vie. Donc on voit qu'on a les feuilles qui sont un peu fanées. Donc voilà, là, ici c'est vrai que je ne sais pas exactement comment interpréter les choses, mais sinon dans l'ensemble ça reste pas mal au niveau du rendu. Hop, juste séparer un petit peu l'anse ici pour montrer que ça passe vraiment en arrière, comme ce que vous avez commencé à faire. Et sinon pour moi c'est tout. Donc hop, je vais vous montrer donc un avant-après. Vous voyez, on n'a vraiment pas beaucoup de modifications sur votre dessin. Je trouve qu'il fonctionne déjà très très bien en état. Le rendu fonctionne bien, c'est assez réaliste, etc. Donc, en tout cas, j'imagine que c'est ce que vous avez essayé de rechercher. Donc, on a un contraste avec le fond qui reste quand même intéressant. Donc, un contraste avec un fond un peu désaturé et une nature morte qui est plutôt lumineuse et très colorée. Donc, en vrai, voilà, c'est quelque chose qu'on a envie de conserver. Donc voilà, pour moi, vous voyez, sinon on n'a vraiment pas beaucoup de modifications à faire car votre dessin fonctionne très bien comme ça. Donc c'est juste rattraper un petit peu au niveau de la lumière ici au fond, d'accord? Donc hop, alors, rattraper au niveau de la lumière. Vous voyez au niveau des valeurs, donc ça va rapprocher un peu plus le fond et l'objet. C'est pas grave étant donné que vous avez d'autres zones où les contrastes sont très forts. Donc vous avez cette zone par exemple où les contrastes sont très forts. Ici c'est avec des contrastes également assez forts. Idem de ce côté-là. Donc ce qui fait qu'on comprend la forme générale. Donc ça veut dire que ici, même si on va fondre un petit peu plus les valeurs, c'est pas très grave, c'est pas gênant au niveau de la lecture. Et puis on a quand même un contraste qui est très léger, mais qui est quand même existant avec la valeur foncée du vase et le fond qui est quand même un tout petit peu plus clair. Et puis ensuite la couleur va faire le reste. Vous voyez ici la couleur du fond va tout simplement augmenter le contraste et le rendu. Donc je peux même jouer par exemple ici avec une couleur complémentaire. Donc on va reprendre le vert qui est ici, qui était à gauche. Et voilà, juste pour avoir un contraste encore plus fort. Ok, donc voilà pour votre dessin.
Deuxième et dernier dessin, il s'agit du dessin de Mathieu. Donc ici Mathieu, il a réalisé un dessin avec de la peinture notamment, et puis des Posca, il me semble. Ce qui est intéressant ici, c'est la démarche donc d'utiliser justement l'écriture pour réaliser les ombres et les lumières, etc. Donc ça fonctionne assez bien, ça donne un style bien à lui. Donc ici, le but n'étant pas de recopier parfaitement la référence d'origine. Donc la référence que Mathieu m'avait envoyée, c'est donc la référence suivante. Donc la première chose à faire et à vérifier, donc c'est surtout au niveau de la perspective éventuellement, s'il y a la perspective à respecter. Ici notamment, donc c'est pas forcément une copie à proprement dit, donc le but était surtout de reprendre un petit peu le principe des montagnes ici, avec les différentes montagnes qui s'organisent les uns après les autres. Donc ce qui est intéressant également au niveau de la référence que vous avez utilisée ici, c'est notamment donc la partie lumineuse qui est réservée donc en partie basse ici. On a un peu de jeu de lumière ici. On a un beau contraste. Hop, pardon, je vais juste enlever ça. On a un beau contraste entre le ciel et les montagnes donc qui s'organisent ici avec une valeur très lumineuse pour le ciel et des montagnes qui sont un peu plus sombres. Et ensuite, donc, comme je disais, au niveau de la composition, ce qui est intéressant par rapport à cette image et qui peut être soit repris ou interprété, c'est que on a vraiment donc tout le haut des montagnes qui sont organisées de manière assez sombre, et plus on va descendre, plus on aura une lumière assez douce, donc plus on aura une lumière qui va apparaître, et donc on a un dégradé qui va s'organiser de cette manière-là. Donc voilà, ce qui peut être intéressant à récupérer au niveau de votre dessin, Mathieu, ce serait ça. Et ensuite, donc au niveau de la forme, on voit bien qu'on n'est pas sur la même composition, les montagnes n'ont pas exactement les mêmes formes, donc ce n'était pas forcément le but ici. La petite reproche que je pourrais éventuellement vous faire sur votre dessin, c'est surtout dans la gestion des volumes. En fait, on comprend bien les volumes, les successions de montagnes que vous avez voulu montrer ici, donc ça fonctionne assez bien. Par contre, ce qui est un petit peu dommage, c'est que on ne sent pas trop ici, on ne sent pas trop au niveau du volume général de la montagne. Quand je parle du volume général, c'est vraiment de montrer comme ça la courbure générale des montagnes ici, hop, comme ça, d'accord. On ne sent pas trop cette courbure, chose qu'on voit assez bien ici. Si j'enlève ça, hop, chose qu'on voit assez bien, c'est qu'on a vraiment l'impression que cette montagne, elle monte comme ça. On a l'impression que ça se courbe un petit peu comme ça. Idem de ce côté-là, on a vraiment l'impression que ça se courbe en plusieurs parties ici. D'accord. Et en arrière-plan, c'est un peu la même chose. On a vraiment cette impression que les montagnes vont se creuser un petit peu comme ça. Et qu'est-ce qui donne cette impression? C'est la gestion des volumes de manière globale. Ça veut dire que il faut imaginer que les montagnes ici sont organisées en plusieurs parties globales. Donc on a vraiment cette partie qui est ici, sur laquelle on va dessiner l'ombre et la lumière, comme si on avait un objet comme ça. Hop, qu'on avait un objet comme ça, une sorte de coque, si on veut, sur lequel on va ajouter de l'ombre et de la lumière. Et une fois qu'on a traité donc l'ombre et la lumière globale sur l'ensemble de l'élément, on aura à l'intérieur d'autres volumes, donc notamment toutes les petites vallées et les petits creux qui se chevauchent les uns aux autres, comme ça, d'accord. Donc il faut se dire, quand on dessine, généralement, on va toujours du général au particulier, et on va toujours essayer de traiter donc d'abord les ombres globales, et ensuite de traiter les ombres avec les détails, donc les creux, les bosses, etc., etc. Et comme je vous disais, donc c'est justement ce qui est un petit peu dommage au niveau de votre dessin. Donc on aurait aimé, par exemple, donc si j'essaye de régler le problème, on peut imaginer ici, donc je vais me mettre en mode incrustation, ou plutôt en mode produit. Je vais essayer d'utiliser une couleur. Vous voyez, c'est comme si que sur votre montagne ici, je vais enlever ça. Voilà. Et ensuite, ici, ce serait plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on va essayer d'éclairer un peu. Pour ça, je vais peut-être même plutôt me mettre en mode produit. Je vais essayer d'éclairer ici, je vais essayer également
d'éclairer cette zone-là, par exemple. Voilà, il faut essayer de pas trop faire attention au niveau des couleurs. Je vais juste désaturer un petit peu pour pas gâcher les couleurs que vous avez utilisées ici. Voilà, et vous voyez dans l'idée, et peut-être même pourquoi pas, histoire de conduire un petit peu le regard, peut-être faire comme la référence, c'est-à-dire avoir vraiment toute une zone ici au premier plan qui va être un peu plus éclairée, sur laquelle le regard aura tendance à se pencher. Donc dans l'idée, ce que j'essaie de montrer, c'est on en a cette zone comme ça, sur laquelle on va tirer le regard, qui peut être par exemple placé sur une ligne des tiers. Voilà, ça peut être intéressant pour casser un peu un aspect un peu trop rigide au niveau du dessin. Et du coup, donc bien faire attention, donc ici au niveau des formes, au niveau de la perspective, peut-être ici, donc vous avez monté, pas mal monté en pointe ici, peut-être qu'il faudrait redescendre un tout petit peu au niveau du rendu. Donc là, ce que je peux faire ici, c'est redescendre légèrement ici, essayer de conserver une valeur un peu plus lumineuse pour le ciel. Donc pour ça, hop, monter avec du bleu, comme vous avez fait ici, juste un peu plus clair. Voilà, pour conserver un peu le contraste. Et ensuite, donc, comme je disais, donc, bien faire attention au volume. Ne pas hésiter ici à utiliser donc, les couleurs un peu vertes comme vous avez utilisé ici. Peut-être même carrément faire votre texte avec du blanc ici pour attirer davantage le regard. Ensuite, au niveau des vallons ici, essayer de détacher un petit peu les formes. Donc normalement on a une forme qui descend comme ça pour casser un peu au niveau des montagnes. Donc, par exemple ici avoir une valeur un peu plus sombre. Traiter d'abord donc les formes générales. Donc bien faire attention quand on n'a pas forcément des creux partout. Et ensuite traiter un peu comme vous avez fait avec les écritures ici. Voilà, donc j'écris un petit peu n'importe quoi, mais juste pour vous montrer un peu le principe. Essayez de décrocher un peu la montagne du fond ici. Donc pour ça, il faut que vous traitiez ici avec une valeur un peu plus lumineuse au niveau de votre montagne et au niveau des écritures. Et ensuite, peut-être, pourquoi pas, décrocher un peu cette partie pour éviter d'avoir une répétition peut-être trop importante au niveau de la composition. Donc là, ce qui peut être intéressant, c'est justement de travailler sur la jonction ici pour casser un peu donc la différence entre le bas de la montagne et le reste du décor. Idem ici, peut-être qu'il faudrait écrire un peu plus, même quitte à écrire vraiment avec une valeur très légère, éviter d'avoir une valeur trop lumineuse. Donc, par exemple, les écritures qui sont ici sont trop lumineux pour les zones qui sont là. Donc là, il faut essayer de trouver un moyen d'écrire, mais avec une couleur qui va être vraiment, qui va se fondre un petit peu dans les noirs. Ou dans les valeurs sombres en tout cas. Donc le but étant d'essayer de décrocher un petit peu. Rien ne vous empêche par exemple de traiter l'ensemble, après je ne sais pas exactement comment vous avez fonctionné, mais on peut imaginer donc traiter l'ensemble comme un paysage normal, et ensuite venir écrire par-dessus en essayant de conserver la valeur que vous avez d'origine. Ça peut être intéressant, donc le but étant d'essayer de créer un contraste, donc là par exemple soit de diviser comme ça, soit de créer un contraste avec le côté gauche qui est un peu plus lumineux, et le côté droit qui est un peu plus sombre, donc c'est un petit peu ce qui se passe sur votre photo par exemple. Hop, comme ça. Voilà, pour définir un peu plus les formes, et ensuite venir retravailler avec les écritures par-dessus, en essayant d'avoir une valeur
plus proche de ce que vous souhaitez exactement. Voilà, peut-être justement, il faudrait peut-être écrire un petit peu plus petit, alterner entre des écritures très grosses et des écritures plus petites. Peut-être écrire des éléments sombres sur des éléments lumineux sur des éléments sombres, ou des éléments sombres sur des éléments lumineux, histoire de donner un contraste un peu plus intéressant. Idem ici, on peut même reprendre ces couleurs-là. Voilà, et le but étant d'accrocher le regard de ce côté-ci. Comme ça. D'accord, donc voilà, pour moi, il n'y a pas forcément plus à faire, mais comme je vous disais, c'est vraiment d'essayer de visualiser les formes de manière plus globale. Dans l'idée, ce que je pourrais vous montrer, et comment vous pouvez procéder, c'est de faire attention à la perspective. Je pense que ça peut aider votre dessin. Donc quand je dis faire attention à la perspective, je vais vous montrer sur une feuille vierge. Donc il faut imaginer que quand vous faites un décor comme ça, vous allez avoir une ligne d'horizon avec des points de fuite, comme ça. Et donc tous les volumes qu'on va dessiner ici, donc on peut imaginer comme des formes de S, comme ça par exemple, ou si on a un élément qui descend, donc tous les montagnes, etc. Donc c'est des éléments qui vont être en volume, d'accord? C'est des éléments qui vont avoir une certaine profondeur, une certaine rondeur. Donc on a des montagnes qui vont être, par exemple, beaucoup plus aplaties, beaucoup plus longues, donc qui vont aller vraiment en avant au niveau de la perspective. Et à chaque fois, j'essaye vraiment de visualiser un petit peu la rondeur des choses. Donc les tranches, c'est comme si vous prenez la montagne et puis vous avez une montagne de face comme ça. Et puis vous la tranchez en plusieurs parties. Donc si on tranche cette montagne en plusieurs parties, on peut même la trancher un peu de l'autre sens, comme ça, d'accord? Donc on peut imaginer que la montagne elle a une certaine rondeur ici, comme ça. Elle a une certaine épaisseur, une certaine rondeur. Et cette forme globale, donc comme au même titre qu'on va prendre une sphère, au même titre qu'on va prendre un cube, ou au même titre qu'on va prendre une pyramide par exemple, d'accord? Donc la forme globale de ces trois objets basiques, on va dire, ils vont avoir des ombres et des lumières, donc ils vont réagir avec l'ombre et la lumière, comme ça, etc. Ok. Et quand on va dessiner une montagne, ça va exactement être la même chose. Ça veut dire que c'est la forme de la montagne qu'on va avoir va réagir également avec l'ombre et la lumière en fonction de son volume, en fonction de sa rondeur. Et c'est ça qu'il faut aller essayer de chercher. Et puis on peut s'aider justement de la perspective et de la ligne d'horizon pour voir comment on organise ces volumes-là. D'accord? Donc par exemple ici, on sait que si on découpe dans ce sens-là, par rapport à une perspective à un point de fuite, il faut imaginer comme des tranches comme ça quand on va découper ici. Okay, et ces tranches vont nous donner donc la rondeur de la montagne qu'on est en train de dessiner. Ça va nous montrer, donc le fait de voir cette rondeur, ça nous montre que du coup quand on va dessiner les ombres, hop, on va pas les placer n'importe où, on aura l'ombre générale comme ça, ici, et dans cette ombre générale, on aura d'autres formes, c'est-à-dire au lieu de trancher, d'avoir une forme très ronde comme ça, donc la montagne elle sera un peu comme ça, donc, par exemple s'il y a une crevasse ici, hop, donc on va voir qu'il y aura une ombre qui va se dessiner en arrière, une lumière qui va se dessiner un peu au-dessus, etc., etc. Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir pour pouvoir mieux placer les ombres et les lumières et utiliser convenablement les références. Donc, comme je disais, donc ne pas regarder tout de suite tous les creux qu'on observe et voir d'abord d'une manière générale quelle forme ça a, quel volume ça a, donc quelle forme générale on peut retrouver sur tous ces éléments-là. Donc on voit ici qu'on a une grande partie qui est comme ça. Ici, on voit également qu'on a une grande partie qui est comme ça. Donc ça se creuse ensuite, mais on regarde d'abord les formes générales. Ici, on voit que ça se rejoint.
au-dessus. Ensuite, on voit qu'on a une espèce de vallée ici et une grande plaine ici, donc ça devient beaucoup plus plat de ce côté-là. On a vraiment une zone qui est vraiment très très plate comme ça. Hop. Et quand on regarde un paysage, voilà, il faut faire attention à toutes ces rondeurs, toutes ces formes, et du coup, c'est plus facile après pour définir la position des ombres. Notamment ici, on voit qu'on a une ombre générale au-dessus, on voit qu'on a une petite ombre ici qui va se dégrader au fur et à mesure. On voit également que la rondeur de l'élément qui est ici nous donne donc une ombre sur toute cette partie qui va se dégrader au fur et à mesure, etc., etc. Et voilà Mathieu, donc du coup un avant-après de votre dessin. Donc vous voyez, voilà, il n'y a pas forcément beaucoup de modifications. Donc là vous avez un parti pris qui est le vôtre, qui est très riche. Donc voilà, le tout c'est juste peut-être, comme je disais, de réfléchir un peu à la composition, hop, comme ça. Donc peut-être recentrer le regard à ce niveau-là, par exemple. De retravailler un petit peu la forme générale au-dessus, qui me paraît un peu bizarre, qui fait pas très naturel. Donc voilà, je pense que cette forme-là mériterait peut-être d'être rabaissée un petit peu plus ronde. Ça ira également un peu mieux avec le reste du décor. Et puis comme je disais, donc c'est vraiment plutôt travailler sur la volumétrie globale. Mais vous voyez, on n'a pas énormément de changements. Et puis travailler la transition avec la partie basse de la montagne, qui peut être intéressant pour que justement vous puissiez orienter le regard et avoir une richesse un peu plus intéressante au niveau du traitement. Donc merci à Mathieu et à Corinne d'avoir participé à cette correction vidéo. Donc si vous voulez vous aussi m'envoyer vos dessins, vous pouvez le faire à l'adresse suivante, donc greg@dessiner.fr. Quoi qu'il en soit, donc on a Philippe et Lynn qui m'ont également envoyé des dessins, donc je réserverai donc ces dessins pour la prochaine vidéo. Je vous ai pas oublié, ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de très bons dessins et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.